Bonjour, et je voudrais remercier Jacques Attali et toute l'équipe du Positive Economy Forum pour cette invitation ce matin, parce que j'aime venir partager l'expérience que nous menons maintenant depuis quelques mois sur Grande-Synthe. Pour vous situer un peu le décor, Grande-Synthe est une ville ouvrière dans la banlieue de Dunkerque, donc à 40 km de Calais. Une ville qui est née pour les besoins de l'industrie dans les années 60, puisque l'État avait décidé d'implanter un complexe sidérurgique Usinor à l'époque. Et cette ville de 1500 maraîchers a vu sa population croître avec des ouvriers qui étaient venus pour construire l'usine et pour travailler dans cette usine. Et surtout, c'était un rappel historique que j'ai fait avec ma population dès qu'on a été confronté à cet afflux massif de réfugiés l'année dernière. C'est une ville issue de l'immigration, parce que pour venir travailler dans cette usine, à l'époque, la France avait besoin de forces vives. Donc on est allé chercher des populations en Espagne, en Italie, au Portugal et dans les pays d'Afrique du Nord pour venir renforcer notre industrie française. C'est une ville aujourd'hui qui souffre de la désindustrialisation, puisqu'il y a 24% de chômage dans ma commune, 33% des foyers vivent sous le seuil de pauvreté, et que le revenu annuel moyen est de 9 600 €. C'est pour vous dresser un peu le contexte dans lequel cette crise migratoire que l'on connaît chez nous se situe. Il y a beaucoup de choses que malheureusement les maires peuvent faire et n'osent pas souvent, par manque d'audace, par manque de courage politique, n'osent pas faire, c'est de mettre en œuvre des solutions que personne n'a mis en place. Et c'est important parce que dans des situations comme la mienne, où la population peut perdre sa dignité compte tenu des difficultés sociales, on est là pour leur permettre de la retrouver ou pour leur permettre de vivre dignement. Ça, c'était mon combat depuis 16 ans que je suis à la tête de cette commune. C'est mon combat permanent, permettre à toute ma population de vivre dignement. Et l'engagement que j'ai pris avec elle, c'est de leur assurer un droit au logement, un droit à la santé, un droit à une alimentation de qualité. Et par exemple, nous sommes au 100% bio dans toutes les cantines scolaires et le repas des personnes âgées depuis 6 ans maintenant. C'est un accès à la santé, parce que bien souvent, c'est la spirale infernale et la santé passe en dernier plan. Voilà, c'est l'accès à l'énergie, c'est l'accès à la culture, c'est l'accès à l'éducation et c'est le droit à un environnement de qualité. Et on prend, quand on est maire d'une commune comme celle-là, avec une population en difficulté, on essuie toutes les crises. On a les retours de toutes les crises économiques, avec le chômage, je vous ai parlé du taux, les crises financières, les crises alimentaires, les crises agricoles, les crises sanitaires, compte tenu de l'état de santé de la population. Et puis, dernièrement, cette crise migratoire qui est venue s'installer chez nous. Alors, on m'a demandé de vous raconter l'histoire de ce camp et de l'expérience que nous avons mis en place. Il y a des réfugiés sur le territoire de la ville depuis à peu près 2006-2007. En fait, ils étaient de passage parce que j'ai sur ma commune une station-service sur l'autoroute qui mène à Calais. Et ils restaient là 12 heures, 24 heures. La nuit, ils allaient dans la station-service, ils rentraient au bord de camion et ils passaient en Angleterre. À cette époque-là, les passages étaient quand même beaucoup plus faciles. Il y avait entre 20 et 80 réfugiés qui étaient sur un terrain dans la ville. Et voilà, les associations historiques, Salam, Emmaüs et d'autres sont venus en aide très vite à ces populations-là pour leur apporter des vêtements, pour leur apporter un peu de nourriture et d'eau. Et puis les choses se passaient bien. Et puis à l'hiver 2008, on a été interpellés par ces associations parce qu'il a fait très froid, moins 15 degrés, et que pour la première fois, on voyait des femmes et des enfants arriver parmi ces réfugiés. Donc on n'a pas hésité une seule seconde, on a mis une tente chauffée pour que tout le monde puisse au moins avoir un peu chaud dans cet hiver assez terrible. Et puis on a, au fur et à mesure des années, mis plusieurs tentes. Et puis après, comme il y avait des familles, on a mis des plus petites cabanes pour leur permettre de rester en intimité familiale et de respecter l'intimité de chacun. On a mis des toilettes sèches, on a mis des points d'eau à disposition. Et on avait un système de navettes qui apportait ces personnes-là qui avaient accès à un minimum de conditions sanitaires. Donc on les amenait à des douches dans des équipements de la ville, des salles de sport ou des terrains de foot. Les choses... Déjà à cette époque-là, j'ai eu une interpellation du sous-préfet qui me disait « Mais vous êtes fous, vous allez créer un appel d'air, ils vont arriver par centaines, en plus il y a des réseaux de passeurs derrière, il va y avoir de l'insécurité. Comme c'est sur un terrain de la ville, un terrain municipal, nous ne pourrons pas intervenir, vous porterez seul la responsabilité s'il arrivait quelque chose. » On a continué à avoir cette politique d'accueil, de dignité. Moi, j'ai toujours dit que je n'accepterais pas, quelle que soit la condition de la personne, qu'il y ait un mort sur ma commune parce qu'il a faim, parce qu'il a froid, et donc je me bats au quotidien pour ça, et même si ce sont des réfugiés qui ne sont que de passage, ils méritent toute notre attention. De 2008 à 2015,
voilà, le nombre en moyenne, c'était une 60aine de réfugiés et les choses se passaient bien. On envisageait de faire une halte migrants pour une centaine de personnes parce qu'on se disait que ça allait durer un certain nombre d'années et donc de pouvoir les accueillir dans d'autres conditions que les petits baraquements que nous avions mis en place. Et en juillet l'année dernière, l'État français a décidé, avec un accord avec l'Angleterre, de bloquer complètement la frontière à Calais, de mettre des rangées de barbelés, des rangées de CRS devant, et puis le tunnel sous la Manche, et ce qui fait qu'il y a eu un engorgement et à Calais et à Grande-Synthe, puisque le nombre de réfugiés est passé de 60 au mois de juillet, 190 en août, 540 fin septembre, 1200 en octobre, 1800 en novembre et 2800 en décembre, pour une population de 22 000 habitants, je vous le rappelle. J'ai interpellé l'État à cette époque-là pour leur demander, moi je veux bien m'occuper de ceux qui sont là, mais faites quelque chose pour éviter qu'ils arrivent en nombre, parce qu'on va être complètement débordés, ça va devenir des conditions complètement inhumaines de vie et d'accueil. Il faut trouver quelque chose. Rien n'a été trouvé, donc je voyais toutes les semaines, tous les jours, 30 nouvelles personnes arriver sur ce campement-là. En plus, après, il y a eu les attentats du 13 novembre, donc les forces de l'ordre ont été appelées sur d'autres priorités. Donc j'ai très vite anticipé, parce que je ne voulais pas qu'on devienne Calais, d'une situation ingérable, qu'on ne maîtrisait pas. Et donc j'ai fait appel à Médecins sans frontières, qui est venu nous aider à concevoir un camp d'accueil avec des conditions de minimum de dignité et d'humanité. Ça a été un bras de fer, j'allais dire, avec le gouvernement français, qui ne voulait pas entendre parler d'un camp parce que ça allait créer un point de fixation à côté de Calais, ça n'allait pas arranger les choses. Et puis m'accusant, disant que j'allais travailler pour les passeurs, puisqu'en fait, c'est des réseaux de passeurs qui sont à l'origine de tout ça derrière. Ce qui n'est pas complètement faux, mais toujours est-il qu'il y a des hommes et des femmes et des enfants qui sont à la solde des passeurs aujourd'hui. Donc on a décidé de faire ce camp. Tant pis, j'y allais, contre la volonté effectivement du gouvernement. On a investi 4 millions d'euros pour construire ce camp. MSF a injecté 2 500 000 euros, et nous, la commune de Grande-Synthe et la communauté urbaine de Dunkerque, 1 500 000 euros. Et comme je ne voulais pas effectivement que ce camp tombe aux mains des passeurs, puisque pour l'anecdote, quand il y a eu tout de suite 190 personnes au mois d'août, on a rajouté des sanitaires, des douches, des bungalows de douche et de sanitaires. Et le premier soir, les passeurs ont fermé à clé les portes et faisaient payer 5 € la douche, l'accès à la douche et aux toilettes. Donc je ne voulais pas qu'on tombe dessus, qu'on mettait en place des choses gratuitement. Et donc il fallait qu'on, dans ce nouveau camp, on soit présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour gérer la situation. Ça a un coût, puisqu'il faut mettre des personnes en permanence. Il faut, comme il y a beaucoup, il y a des sanitaires à nettoyer, il y a des ordures à ramasser. Quand on veut faire les choses dignement, il y a un minimum de conditions à mettre en place. Et on estimait que le coût de fonctionnement du camp, c'était 4 millions par an. Et on a fait le déménagement le 7 mars dernier. On était à 2800 au mois de décembre, et lorsqu'on a déménagé au mois de mars, il n'y avait plus que 1300 réfugiés sur le camp. En fait, beaucoup d'entre eux sont passés à l'époque par les ports belges et néerlandais qui n'avaient pas durci leurs conditions de sécurité, et donc ils ont profité de cela pour passer vers l'Angleterre. Et 1300 au mois de mars, et aujourd'hui, ils sont 800. On n'a pas eu cette explosion comme a connu Calais, parce que voilà, on gère le camp. J'avais toujours dit, moi, que je prendrais toutes les personnes qui étaient sur le camp de Grande-Synthe, et qu'au fur et à mesure des départs, je réduirais le camp, pour des raisons d'acceptabilité de ma population, de l'engagement que j'ai pris avec elle, de faire un rapport qui soit supportable, que les gens ne se sentent pas agressés par le nombre. Elle a toujours bien réagi depuis le début de cette opération, la population, et je voulais qu'il en soit ainsi jusqu'au bout. Et donc aujourd'hui, on est à 800. Quand on a déménagé à 1300, j'avais dit que le camp était plein à 1300. Aujourd'hui, ils sont 800, et je dis que le camp est plein avec 800 personnes. Ça laisse des personnes sur la route, c'est vrai. Mais mon idée était aussi que la solution qu'on mette en œuvre soit réplicable ailleurs, dans d'autres communes. Et j'ai été très heureux de recevoir les représentants de la mairie de Paris quelques semaines après qu'on ait fait l'ouverture de le camp, parce qu'elle se posait la question sur Paris, et avec l'annonce qu'a faite donc Anne Hidalgo d'ouvrir un camp, pas similaire, pas avec le même fonctionnement, mais pour des raisons que je comprends complètement, à Paris et aussi à Ivry-sur-Seine, donc un deuxième camp à Ivry-sur-Seine. Parce que la solution des camps n'est pas une solution satisfaisante, après tout. C'était faire face à l'urgence que de réaliser ce camp-là. Il y a d'autres solutions qui doivent être mises en œuvre, et l'accueil dans des communes, dans des petites communes, comme ici au Havre, où il y a 350 réfugiés qui sont accueillis dans des structures, dans des appartements normaux. Pour moi, ce sont les conditions d'accueil qu'on doit mettre en œuvre dans notre pays, et je pense qu'on a les moyens de le faire.
Alors voilà, l'État est venu, a signé une convention avec nous, prend en charge les 4 millions de fonctionnements par an, et je suis très heureux de cette solution-là, parce que du coup, je pense que ça va entraîner d'autres sur le coin. Et puis, encore une fois, ça repose le problème des États qui refusent de se mettre d'accord. On a vu la difficulté pour la COP 21 en fin d'année dernière. On voit la difficulté d'aller jusqu'au bout de cette COP 21 et des engagements, à faire respecter les engagements de chacun. Et c'est les élus locaux qui, à mon sens, ont le pouvoir de faire, ont le pouvoir de mettre en œuvre des solutions pour d'ailleurs le changement climatique, pour lutter contre le changement climatique, et aussi bien aussi sur la crise migratoire. Et il y a un certain nombre de réseaux qui naissent aujourd'hui en Europe, à Lampedusa, à Lesbos, à Vintimille, à Barcelone, à Paris, à Grande-Synthe et dans d'autres villes. Je pense que la solution, comme beaucoup, viendra des élus locaux. Il y a un film de Colin Serrault qui s'appelait « Des solutions locales pour un désordre global », et on est en plein dans cela avec cette crise migratoire. Et je pense qu'on est aux prémices de ce qui va nous attendre. Il y a quelques centaines de milliers de réfugiés aujourd'hui, quelques millions, on va dire, qui viennent vers l'Europe. Et ce n'est pas un camp comme le mien qui fait l'appel d'air, c'est ce qu'on vit en Europe, c'est la liberté qu'on a en Europe, c'est l'attrait de l'Europe qui fait l'appel d'air. Et je pense qu'on vit les prémices, parce que dans quelques années, avec on parle de 450 à 500 millions de réfugiés climatiques qui arriveront dans les 20 années qui viennent. Il faut qu'on se prépare, et je suis très heureux que au niveau de l'Europe, il y a eu l'adoption du pacte d'Amsterdam au mois de mai dernier, où dans les chapitres des villes durables, dans le concept des villes durables qui est en train de s'élaborer au niveau européen, on a une ligne qui parle de l'inclusion des réfugiés et des migrants dans les villes, et que cette inclusion des migrants et des réfugiés sera aussi à l'ordre du jour du sommet de Quito, du sommet Habitat 3 des Nations Unies à Quito dans quelques semaines, au mois d'octobre. Voilà, je pense que la situation, ce qu'on a vécu à Grande-Synthe, qui a été accepté pour donner un minimum d'humanité à ces personnes, et franchement, c'est une vraie richesse. Moi, il y a 10 000 bénévoles qui interviennent depuis le mois d'août, qui sont intervenus sur le camp depuis le mois d'août. Il y a 50 associations européennes, anglaises, néerlandaises, allemandes, espagnoles, italiennes, qui viennent, suisses même, qui viennent sur le terrain. Et c'est vraiment une aventure humaine assez extraordinaire que celle que nous vivons aujourd'hui, où tout le monde s'enrichit, et les bénévoles me témoignent sans arrêt, qui pensaient apporter quelque chose, mais en fait, ils reçoivent beaucoup plus que ce qu'ils donnent. Et ça me rend confiance en l'avenir qu'on pourrait bâtir ensemble. Merci.